dirais que c'est essentiellement pour deux raisons. D'une part, des raisons d'ordre historique qui tiennent à la création du droit pénal de l'environnement, et puis d'autre part à des raisons qui tiennent au caractère même du droit pénal de l'environnement, et ce qui explique cette dualité de raisons que pour les premières, sur lesquelles je vais revenir, on peut les corriger sans doute, alors que pour les secondes, il faudra vraisemblablement composer avec elles. Donc pour ce qui concerne les raisons historiques, le droit pénal de l'environnement s'est constitué d'une part en dehors du code pénal, ça c'est un premier de ces traits, et puis d'autre part de façon fragmentaire, par morceaux, ce qui explique son caractère dispersé, éclaté. Et ces deux points, l'absence dans le code pénal de dispositions dédiées à l'environnement, même si on en trouve quelques-unes, et d'autre part l'éclatement du droit pénal de l'environnement explique que aujourd'hui les praticiens, mais aussi les universitaires, les professionnels s'accordent pour considérer qu'effectivement il est peu lisible et en conséquence aussi peu dissuasif. Alors pourquoi est-ce qu'on peut corriger en partie ces raisons historiques? C'est que il est temps aujourd'hui d'inscrire dans le code pénal, à la hauteur de ce que requièrent les enjeux notamment climatiques, cette valeur protégée qu'est l'environnement. Et on a toutes les raisons éthiques, politiques, mais aussi juridiques de le faire, puisque l'environnement est aujourd'hui l'une de ces grandes valeurs essentielles, comme en atteste sa promotion constitutionnelle, mais aussi plus largement, au-delà de la France, sa place dans les droits fondamentaux qui méritent protection et qui méritent plus précisément protection pénale. Cela, il semble qu'on soit sur le chemin peut-être d'aller vers la consécration dans le code pénal de cette valeur protégée et d'incrimination dédiée. Donc, en tout cas davantage que les quelques petits éléments que l'on trouve de façon relativement mineure en réalité dans le code pénal. Alors sur l'autre raison qui tiennent à l'histoire, qui tient à la fragmentation, là ici il faut tenir compte du fait que l'objet lui-même, l'environnement, est une valeur, un champ, une notion extrêmement complexe et extrêmement diverse. Et c'est ce qui explique qu'il est difficile de le saisir comme une notion unitaire, globale, ce qui explique aussi que les problématiques environnementales sont apparues au pouvoir public de façon éparpillée, épars et fragmentaire. Mais là aussi, il est sans doute possible aujourd'hui de trouver des éléments d'unité et d'imaginer de dépasser un peu la fragmentation des incriminations environnementales, mais on ne pourra pas tout à fait la gommer totalement. En ce qui concerne le deuxième ordre de raisons, donc les raisons qui tiennent au caractère même du droit pénal de l'environnement, là cette fois-ci, il est pour partie possible de les compenser, les corriger pour améliorer la lisibilité et la dissuasion des dispositions pénales, mais il faudra sans doute aussi accepter une part, enfin composer avec les contraintes propres au droit pénal de l'environnement. Alors quelles sont-elles ces contraintes? Pour les synthétiser, on peut caractériser les incriminations environnementales par le fait qu'elles sont placées sous une double dépendance. D'une part, la dépendance de la protection de l'environnement vis-à-vis de la protection d'autres valeurs protégées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que souvent, la protection de l'environnement n'est pas pensée pour elle-même, mais du fait qu'elle est un moyen ou un effet d'une atteinte à la santé humaine, à la personne humaine ou au bien. Donc ça, c'est une première dépendance de la protection de l'environnement lui-même. Et puis la deuxième dépendance, c'est la dépendance des incriminations pénales vis-à-vis de prescriptions administratives et de la répression administrative. Cela s'explique parce que les incriminations pénales supposent bien souvent que soit constatée la violation d'un certain nombre de prescriptions extra-pénales, voire la constatation de cette violation par des autorités administratives. Et cette double dépendance alimente à son tour
la complexité des incriminations environnementales, la fragmentation, là encore, et l'éclatement des infractions environnementales, mais aussi l'extrême technicité du contentieux et des incriminations environnementales. Donc, comment faire ? Que faire pour essayer de composer avec ces deux difficultés? Eh bien, sans doute faut-il favoriser l'autonomisation de la protection pénale de l'environnement, mais cela sans nécessairement opposer la protection des valeurs que sont l'environnement et la personne humaine ou la protection des biens. Donc, il faut penser l'articulation de ces protections en laissant néanmoins une place pour une protection autonome de l'environnement. Et puis, d'autre part, il faut aussi favoriser l'autonomie, cette fois-ci, de la répression pénale, c'est-à-dire la dégager de la dépendance à laquelle elle est soumise vis-à-vis de la répression administrative et vis-à-vis donc de la dépendance à l'égard des autorités administratives et de l'action administrative. Mais dire cela, ça ne veut pas dire que cette répression, ce droit répressif administratif, également assorti de sanctions pénales, est inutile, qu'il faudrait s'en passer. Bien au contraire, il est tout à fait légitime, tout à fait utile, mais il faut le compléter et l'articuler avec une répression pénale qui s'autonomise de la répression administrative. Alors, on peut considérer qu'en effet, la création d'un délit dit générique d'atteinte grave à l'environnement peut permettre de répondre à certaines des difficultés qui ont été évoquées et à certaines des faiblesses actuelles des incriminations environnementales. Mais c'est une réponse qui ne sera que partielle, on ne peut pas répondre à l'ensemble des difficultés au moyen de cette incrimination. Et puis surtout, c'est une réponse qui laisse en suspens la question de la visibilité du droit pénal de l'environnement, puisqu'on peut imaginer une atteinte générique dans le Code de l'environnement. Alors, reste donc à revenir et à insister sur l'importance de la présence de l'environnement dans le Code pénal. Donc, à maintenir l'idée que si l'on s'engageait dans cette voie, il serait judicieux de l'introduire dans le Code pénal. Ensuite, que cherche-t-on à corriger au travers d'une incrimination générique? Ce que l'on cherche à corriger, sans doute, ce sont les critiques qui tiennent précisément à l'absence d'unité du droit pénal de l'environnement et de sa protection, à l'extrême fragmentation, à sa grande technicité également, qui conduit à rendre la répression à la fois peu lisible, peu dissuasive et finalement peu efficace. Au travers de ce délit générique, il s'agit de tenter de gommer pour partie la fragmentation et l'éclatement du droit pénal de l'environnement. Pour autant, il ne s'agit pas d'espérer par là dépasser complètement cette diversité et cette fragmentation qui demeurera, mais il s'agit de proposer un instrument supplémentaire qui vienne donner corps et donner chair à une protection donc pénale cohérente de l'environnement. Alors, cela dit, une fois qu'on a posé l'objectif, on ne peut pas laisser de côté l'immensité des défis d'écriture que pose la création d'une telle incrimination. Il existe diverses propositions en ce sens qui présentent chacune des intérêts, mais qui s'exposent aussi à un certain nombre de critiques. Alors, tout d'abord, parce que cela pose la question de la rédaction et de la détermination de l'intérêt protégé, de la cible de l'atteinte, donc l'environnement lui-même, comment le définir, comment l'appréhender. Mais à cet égard, on dispose d'ores et déjà d'un certain nombre de précédents, de dispositions qui permettent, alors de façon plus ou moins satisfaisante, de saisir de façon non fragmentaire l'environnement pour lui-même. Cela dit, se pose ensuite, une fois qu'on a précisé cela, toute une série de questions auxquelles il faut répondre. D'abord, il s'agit de déterminer, puisque l'on parle de délit d'atteinte grave, précisément les seuils de gravité
et comment vont être, et par qui, par quel type de normes vont être posés ces seuils de gravité. La norme pénale elle-même, dans le texte d'incrimination, ou bien là encore par renvoi à d'autres normes extrapénales. Et puis ensuite, la question des seuils de gravité se poursuit au travers également de la question fondamentale de savoir s'il faut établir un délit, une infraction qui punisse un dommage effectif, une atteinte effective, ou si l'on vise au contraire à envisager la punissabilité d'atteintes seulement potentielles, donc de dommages en puissance. Donc ici, la question de l'infraction dite générique ne répond pas en soi à cette question, à cette alternative. Et puis, bien évidemment, se pose ensuite la question de l'élément moral. Atteinte grave générique à l'environnement n'indique pas non plus si et dans quelle mesure cette atteinte doit être limitée à un élément moral intentionnel, donc à la faute pénale la plus grave, ou si au contraire il faut envisager d'étendre la punissabilité au champ de la négligence au moins grave, comme le disent les textes internationaux et notamment européens, et donc descendre un peu dans l'échelle des fautes pénales. D'abord, le fait que la Convention citoyenne pour le climat ait formulé cette proposition est déjà un signe important d'un appel à un appel vis-à-vis du législateur, mais plus largement à l'endroit de la société française, d'une prise de conscience de l'importance des enjeux climatiques, et que cette prise de conscience se traduise par une répression à la hauteur des enjeux. Cette répression à la hauteur des enjeux, là encore, on retrouve des éléments évoqués plus tôt. Elle suppose, il me semble, qu'elle trouve sa place dans le Code pénal. C'est un point qui me semble être pouvoir tirer de cet appel par la Convention citoyenne. Ensuite, cet appel, il est aussi l'indication que l'écocide, le terme écocide, est porteur d'une charge symbolique extrêmement forte, dont il faut tenir compte, sans doute, que c'est un terme qui est extrêmement évocateur, et à cet égard, au regard de la fonction symbolique, expressive ou pédagogique du droit pénal, on peut penser que le terme remplit un certain nombre de ses fonctions. Le troisième intérêt du terme écocide, qui est pourtant controversé, c'est qu'il porte en lui un renouvellement de la conception de l'environnement et de sa protection. Et il est à cet égard, et de ce fait, porteur aussi de ce que la recherche collective qui a été menée sous la direction de Laurent Néré a pu montrer, c'est que incriminer l'écocide, c'est saisir l'occasion de repenser dans sa cohérence et dans une idée de système le droit pénal de l'environnement. Pourquoi ? Parce que le terme d'écocide et l'incrimination d'écocide suppose de discriminer, de distinguer et de hiérarchiser entre les différentes atteintes à l'environnement. Et il suppose ainsi de tenir ensemble des atteintes qui peuvent sembler insignifiantes, qui peuvent relever du banal, de l'ordinaire, et d'envisager une gradation qui va jusqu'à l'intolérable, l'insoutenable, l'inadmissible, et qui là serait donc illustré par l'écocide. De cette façon, l'écocide, l'incrimination de l'écocide, se présente comme le sommet d'un ensemble cohérent, l'incrimination la plus grave, on pourrait dire le crime des crimes en matière environnementale, et qui vient parachever un ensemble. À mon sens, l'écocide ne se conçoit pas seul, il se conçoit dans son articulation, ses relations avec
les autres atteintes à l'environnement, moins graves, mais tout aussi importantes, ou en tout cas qu'il est tout aussi important d'affronter et le cas échéant de réprimer. Il se construit donc dans cette gradation, cette articulation avec d'autres infractions. Donc en ce sens et en conséquence, il convient donc de restreindre aussi la compréhension de cette incrimination à des atteintes déjà à une valeur que certains ont nommé l'atteinte à la sûreté de la planète, donc une valeur émergente aujourd'hui de la sûreté de la planète. Alors la Convention citoyenne envisageait les limites planétaires. Ici, on est un peu loin de ce que la légalité pénale réussirait à saisir, même si ça force l'imagination aussi. Mais disons qu'on dispose déjà d'une valeur qui est en formation, l'atteinte à la sûreté de la planète, et ensuite cette incrimination en tant que crime, en tant qu'infraction la plus grave, eh bien supposerait, même si il y a de la place pour le discuter, de se limiter au cas d'atteinte effective à l'environnement. Mais on peut là aussi le discuter. Néanmoins, en tant que crime des crimes, bon, on envisage plutôt une atteinte effective. Et puis, du point de vue d'élément moral, plutôt une infraction intentionnelle, même si là aussi, certains voudraient pousser pour introduire la négligence grave, disons, ce qui se trouve aux frontières de l'intention. L'intérêt de la proposition par la Convention citoyenne de l'incrimination d'écocide, mais aussi des différentes propositions qui ont été rejetées, il est vrai jusqu'ici par le Parlement, c'est aussi de souligner un point fondamental en matière environnementale, c'est-à-dire la nécessité d'articuler le local et le global. Et l'écocide, l'incrimination d'écocide par le législateur pénal français, est paradoxalement l'occasion de cette articulation. Pourquoi? Parce que on invoque souvent le fait que, en tant que crime par vocation et par essence supranationale, l'écocide devrait être incriminé non pas par le législateur pénal français, mais à l'échelle internationale. Et donc, tant que le droit international n'a pas accueilli cette incrimination, le législateur français n'a aucune raison de le faire à la place de la communauté internationale ou éventuellement européenne. Il me semble que c'est un peu l'inverse qu'il faut considérer la chose de manière différente, dans la mesure où, bien entendu, qu'il est souhaitable, voire indispensable, que l'écocide soit reconnu à l'échelle internationale, qu'il puisse être de la compétence de juridiction pénale internationale, bien entendu. Pour autant, la répression par des législateurs nationaux de ce type d'infraction, d'abord peut être un premier pas pour pousser et convaincre la communauté internationale de se doter d'une telle incrimination, mais c'est aussi une manière d'insister sur le fait que la répression à titre principal en matière environnementale, elle est nationale. Parce que c'est encore au niveau national que les outils les plus efficaces et les plus effectifs se trouvent. Et donc, ici, cela reviendrait pour le législateur à prendre sa part dans les défis que constituent aujourd'hui les enjeux climatiques et à prendre sa part, donc, dans l'organisation d'une répression au niveau national, donc au niveau local, mais d'atteinte aux enjeux globaux.